Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Bonjour Armand Laferrère. Bonjour Antoine, ça va bien? Ça va très bien, conseiller à la Cour des comptes, membre du comité de rédaction de la revue Commentaire. Donc très heureux effectivement de vous retrouver sur Mosaïque parce qu'il y a 2 mois, vous nous disiez, je vous cite, militairement, Israël est en train de gagner. Vous avez fait ce titre d'ailleurs dans cette vidéo. Et qu'est-ce que vous dites 2 mois après ce premier diagnostic? Est-ce qu'Israël n'est pas en train de perdre, ou en tout cas de risquer de perdre la partie, par exemple sur le plan politique, diplomatique? On ne le sait pas encore. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de gens très influents essayent de pousser en ce sens. La supériorité militaire d'Israël a été établie de façon très claire. C'est la première fois que l'Iran et ses affidés reculent sur tous les fronts. C'est-à-dire que l'implantation de l'Iran est moins grande aujourd'hui qu'elle n'était avant le 7 octobre. Donc tout devrait aller bien, mais en effet, vous avez raison, ça n'est pas ce qu'on voit, parce qu'il y a un effort diplomatique concerté important, avec à sa tête les États-Unis, donc le principal allié d'Israël, pour dire il faut arrêter là, il faut renoncer à aller plus loin. C'est très classique dans l'histoire diplomatique. C'est pour ça que traditionnellement Israël menait des guerres courtes. Là, cette fois-ci, nous avons une guerre longue, mais avec la même dynamique, qui est qu'après un certain temps, euh, une bonne partie du monde, les États-Unis et l'Europe en fait principalement, aimeraient que ça s'arrête et aimeraient ne pas changer la réalité stratégique. Je suis totalement incapable de vous dire s'ils gagneront ou pas aujourd'hui, mais le risque est certainement là. Alors justement, quand on a pris rendez-vous avec vous il y a quelques jours pour cet entretien, je me disais bon, ben, que la solution, la situation allait se décanter rapidement et que on pourrait y voir sans doute un peu plus clair dans ce conflit post-7 octobre. Bon, on est toujours dans cette expectative à l'heure où nous enregistrons, avec ces deux options radicalement différentes qui se présentent pour Israël, soit un accord de cessez-le-feu donc pour libérer les otages, en tout cas les otages encore vivants, soit le lancement de cette opération sur Rafah. Israël est quand même comme pris donc en étau dans cette double exigence, hein, celle de tout faire pour libérer les otages et puis aussi répondre aux pressions, comme vous l'avez dit, et celle de conduire à son terme la destruction des forces vives du Hamas, qui était quand même l'un des principaux objectifs de cette opération. Comment est-ce que vous évaluez les chances et les risques que se produisent l'une et l'autre option? Et puis peut-être qu'on pourrait les envisager l'une après l'autre, puisqu'on n'a pas encore précisément de point de vue. Est-ce que vous avez Alors, l'impression qu'on va plutôt... Oui. je ne vais pas donner de pourcentage de chance, il est très clair que les deux sont possibles aujourd'hui. Alors examinons un peu ce qu'elle signifie. Un accord, le problème n'est pas qu'il y ait un accord pour libérer les otages. Ça, tout le monde le souhaiterait si c'était possible. Le problème, c'est que manifestement, et on a beau faire des échanges et des allers-retours, ça paraît plus clair à chaque jour, le Hamas n'acceptera pas un accord qui ne s'accompagne pas de la fin de la guerre, du maintien du Hamas au pouvoir à Gaza, c'est-à-dire du maintien d'une menace existentielle pour 10 millions d'Israéliens. Et ça, c'est évidemment inacceptable pour Israël. Donc, examinons les deux hypothèses. Soit les pressions coordonnées font que cet accord est accepté, moyennant, il y aurait de toute façon une opération au moins symbolique pour des raisons politiques, mais le résultat étant que le Hamas reste au pouvoir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout l'argent qui sera normalement affecté à la reconstruction de Gaza passera à la préparation du prochain 7 octobre, parce que ça n'intéresse pas le Hamas de faire quoi que ce soit d'autre. Ça signifie que nos alliés arabes estimeront que nous avons été faibles, et donc ça rendra plus difficile, ça ne mettra pas en cause le principe de l'alliance, mais ça la rendra plus faible. Et ça signifie qu'on repart pour un tour et que c'est dans quelques années que les éléments décisifs se feront. Donc ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, comme vous l'avez dit, c'est qu'après avoir dit depuis des mois et des mois qu'il n'y aurait pas de fin de la guerre avant la défaite du Hamas, le gouvernement finit par le faire. Il semble y avoir un grand écart en ce moment entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Dans ce cas,
Ça signifie malheureusement, enfin, que ne seront sauvés que les otages qui pourront être sauvés dans l'opération, donc certainement moins que ce qui aurait été le cas, mais ça signifie aussi que la réalité stratégique est enfin changée, ce qui était l'objectif fondamental d'Israël après le 7 octobre, c'est-à-dire que Israël est enfin voisin d'un Gaza dénazifié, déhamassisé, mais le mot n'est pas très beau, et qui peut se consacrer à autre chose qu'à la guerre permanente, et se consacrer, comme c'était le plan publié par Bibi Netanyahou il y a quelques jours, essentiellement à la croissance économique avec l'aide de nos alliés arabes. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se produira. J'observe avec satisfaction et soulagement que le gouvernement exclut verbalement la première option, mais tant qu'il n'aura pas agi pour la seconde, l'incertitude demeurera. Comment voyez-vous le déroulement de cette éventuelle offensive annoncée sur Rafah et que tout le monde prétend être une opération extrêmement délicate parce qu'il y a des civils, parce que ça serait plus compliqué que pour Gaza ou pour Khan Younis? Non, ça ne serait pas plus compliqué parce qu'on sait beaucoup plus de choses. C'est vrai qu'il faut évacuer beaucoup de civils, mais enfin les plans sont prêts. Et le fait que l'Amérique prétende que ces plans ne sont pas suffisants, ça signifie tout simplement qu'elle ne veut pas ce résultat. Ça n'est pas le cas. Du point de vue technique, cette guerre est très bien menée. Enfin, Israël a, Dieu merci, dans ces fonctions-là, en tout cas, des gens très compétents. Aujourd'hui, on sait très bien où sont les cibles, on sait comment évacuer les civils. L'aide humanitaire arrive massivement, bien plus qu'avant la guerre. Donc, ça serait évidemment pas confortable et pas agréable pour eux, mais il est tout à fait possible de faire une opération détruisant la division qui reste, les 4 bataillons qui restent au Hamas, avec un taux de victimes civiles encore plus faible qu'il ne l'a été pendant la première partie, qui était déjà très faible. Alors ça, vous dites ça, mais on va avoir des commentaires en disant comment 30 000 morts, vous trouvez ça faible, etc. Bon, peut-être qu'il faut redire pourquoi vous D'accord, dites que ce sont des taux faibles. oui. C'est une guerre urbaine. C'est une guerre urbaine, ça tue toujours beaucoup de civils. En plus, Mossoul, où la France et les États-Unis ont réussi à mettre fin à la présence de Daesh, de l'État islamique, ça a tué à peu près 9 fois plus de civils que de combattants. Et bon, c'est malheureusement plutôt ça la norme. De plus, nous avons un ennemi qui veut maximiser le nombre de victimes civiles dans sa propre population. C'est-à-dire que le Hamas fait tout pour que le plus grand nombre de Palestiniens meurent, ce qui rend encore plus difficile le fait de les épargner. Malgré cela, le chiffre, alors il n'est pas bien connu, il y a une petite hésitation de la part du Hamas qui a dit 30 000, puis qui a dit mais finalement il n'y en a que 21 000 qu'on peut identifier, les autres c'est par recoupement, c'est pas des... Bon, quand bien même ce serait 30 000, Israël a publié le nombre des terroristes tués, le nombre des combattants du Hamas tués, qui est autour de 14 000. Donc on serait, donc il faut déduire évidemment. Donc on est environ à 1 pour 1, ce qui est tragique pour les personnes concernées, mais ce qui, vu les contraintes d'une guerre urbaine, d'une guerre en environnement urbain, est tout simplement le résultat le plus économe de vie civile de l'histoire de la guerre urbaine, dans l'histoire du monde. Voilà. Bon, Donc, merci. Je crois que c'était nécessaire de rappeler cela, effectivement, parce que on entend souvent ces chiffres comme ça, sans qu'ils soient mis en perspective. Armand Laferrère, je voudrais qu'on revienne sur les États-Unis maintenant, les pressions oui, de plus en plus fortes. Alors, est-ce que ce sont les États-Unis qui, in fine, vont décider de ce qui se passe? Est-ce qu'on n'est pas là à une espèce d'embranchement ou peut-être que pour la première fois ou la deuxième, je ne sais pas, Israël irait contre l'avis des États-Unis pour cette offensive? voilà. Bon, in fine, non, ce n'est pas les États-Unis qui décident. Israël doit peser le poids des conséquences s'ils vont à l'encontre, mais Israël décidera. Israël a suffisamment d'armes en stock pour finir la guerre, donc il ne peut pas y avoir de pression américaine en disant on ne vous laissera pas la finir concrètement. Non, ce que les États-Unis peuvent faire, c'est 2 choses, c'est mettre en place une activité diplomatique contre Israël. Ça, c'est tout à fait possible. Pousser à la reconnaissance d'un État palestinien, ne pas mettre son veto dans telle et telle chose, et faire pression sur les livraisons futures d'armes. Ces 2 menaces, qui sont brandies
doivent aussi être examinés du point de vue de leur crédibilité plus ou moins grande. C'est-à-dire que la coopération dans le domaine des armements, elle profite aux deux parties. Même à l'époque du président Obama, qui était beaucoup plus hostile à Israël que l'est le président Biden, il y a eu des retards de livraison, il y a eu des choses comme ça, mais au total, la coopération en matière d'armement a augmenté, même sous la présidence d'Obama. Donc, on peut toujours menacer, mais il faut que la menace soit crédible. Et puis, accessoirement, il y a d'autres gens qui peuvent vendre des armes. Hein. On n'est pas non plus contraint éternellement de dépendre des États-Unis. La menace diplomatique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les États-Unis doivent faire attention à leurs propres intérêts. Donc, il y a quelque chose à gérer. Ça, je crois que le gouvernement le comprend très bien. Il gère cette relation américaine qui est très difficile et c'est pas à moi de faire des critiques fondamentales. On peut en revanche poser la question qui est, à un moment, plutôt que de gérer la relation, est-ce qu'il ne faut pas imposer une réalité nouvelle et ensuite recommencer la discussion? On pense à Ben Gurion, finalement, en 48, qui décrète, puisqu'on n'est pas loin de Yom Ha'atzmaut, qui décrète l'indépendance d'Israël alors que les États-Unis demandent à ce qu'ils ne le fassent pas. C'était le premier Absolument. acte d'indépendance. Ça pourrait être un deuxième acte d'indépendance. Absolument. Si ça tombait à Yom Ha'atzmaut, ça aurait une grande valeur symbolique, effectivement. Pourquoi les Américains veulent-ils autant éviter cette offensive sur Rafah alors qu'ils sont manifestement, ils ont permis le reste et qui ne paraît pas, qui paraît dans la suite logique en fait de cette opération. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient si arc-boutés là-dessus? Oui. Je crois qu'il y a deux choses. Il y en a une qui n'est pas au niveau du président Biden, qui est qu'une partie du département d'État a toujours joué contre Israël. Les milieux diplomatiques contiennent toujours, alors c'est pas tout le département d'État, c'est pas tout le monde, mais il y a un certain nombre de gens qui finalement trouvent que maintenir une menace, faire plaisir aux islamistes, ben écoutez, c'est pas si mal. Bon, mais ça c'est pas au niveau du président Biden, c'est pas au niveau de l'arbitrage. Mais ça peut jouer, ça a une influence. Un certain nombre des diplomates qui sont dans le circuit appartiennent à cette école-là. Au niveau du président, ce qui semble être déterminant, c'est qu'il ne veut pas de guerre pour les élections. C'est tout simple, il a une élection en novembre, il pense que ses prospects seront réduits si le monde est en feu, et donc depuis quelques mois, après avoir fourni beaucoup d'aide et beaucoup de soutien, il dit attendez, ne répondez pas quand les Iraniens vous attaquent, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Il essaye de repousser le moment de vérité après les élections. Pour ma part, je ne crois pas que ça soit possible, mais je pense que c'est la raison. Et est-ce que vous ne pensez pas, enfin, on dit parfois qu'il y a aussi la volonté de défendre Israël, certes, quand il est en difficulté, mais pas forcément de lui donner la possibilité d'avoir un vrai avantage stratégique, ce qui s'est vu dans l'histoire à plusieurs reprises où Israël a été empêché, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'avoir une victoire militaire qui soit aussi une victoire politique. Oui, ben c'est le problème quand on est la première puissance mondiale et qu'on demande votre avis sur tous les conflits en cours, c'est qu'on a plus d'influence si ces conflits sont des conflits gelés, non décidés, que s'ils ont été décidés. Donc c'est un peu la tendance naturelle de tous les diplomates de se dire pour qu'on fasse appel à moi, pour que je puisse présenter un plan, il faut que la situation reste problématique. Si Israël a une victoire franche, on aura moins besoin de moi. Et bon, les gens veulent justifier leur existence. Vous vivez actuellement donc le plus souvent aux États-Unis, où vous êtes en ce moment. Comment vous percevez l'agitation dans les campus universitaires en soutien à la cause palestinienne? Ben, c'est un peu un équivalent, Dieu merci, pas sanglant, mais c'est un peu un équivalent du 7 octobre. C'est-à-dire que les États-Unis se réveillent et se rendent compte qu'ils ont commis une faute de renseignement majeure. C'est-à-dire qu'ils ont laissé se développer pendant des années et des années dans les universités, financées par des puissances hostiles ou semi-hostiles, se développer un mouvement d'idées qui consiste à dire que la solution à tous les problèmes du monde, c'est un génocide des Juifs. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ce sont des professeurs, hein, tous ces étudiants. C'est pas eux qui comptent, ce sont des abrutis qui ne comprennent rien à rien. Mais derrière, il y a un effort significatif idéologique financé par l'étranger, et les renseignements américains
Je ne sais pas s'ils n'ont Oui. rien vu venir, ils l'ont peut-être vu, mais ils ont laissé faire, ce qui est à mon avis une faute contre les intérêts américains aussi grave que l'a été le fait de ne pas voir arriver le 7 octobre pour les intérêts israéliens. L'étranger, en l'occurrence, vous parlez de qui? Il y a des financements, il y a énormément de financements qataris. Heu, il y a, énormément de fi enfin, il y a la liste a été publiée récemment. De très loin, les premiers c'était les Qataris, et puis, il y avait d'autres puissances, Mmh. la Et Chine. est-ce qu'il y a aussi des agents idéologiques, en plus du financement sur place, qui activent ces mouvements Oui, ou? bien sûr, bien sûr. Il y a aussi oui, parce qu'il y a la fameuse alliance entre, l'extrême gauche du Parti démocrate, qui n'est pas tout le Parti démocrate, hein, il y a des gens très bien là-bas aussi, mais il y a une extrême gauche anti-occidentale qui veut tout détruire et qui finalement, heu, finance également les activités les plus subversives, dans les universités à partir des États-Unis, bien sûr. Les deux coexistent. Comment se déroule la campagne présidentielle? Qu'est-ce qu'on peut anticiper du résultat? C'est difficile à dire. Si c'était aujourd'hui, Trump gagnerait probablement, hein, voir les sondages, hein. En même temps, son avantage n'est pas tel qu'il ne puisse pas être renversé. Comme vous le savez, la politique d'Israël a toujours été de dire qu'il faut pouvoir parler aux deux parties. Alors ça reste vrai. Il est peut-être le moment de rappeler que c'est vrai dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut continuer à parler aussi à la campagne Trump en même temps qu'à l'administration et voir ce qui se produira. Trump semble avoir un avantage, mais pas décisif, pas irrévocable. D'où l'importance pour Biden précisément de travailler aussi sur cet électorat qui pourrait lui échapper en raison de sa position, pro-israélienne. Ça explique aussi la pression qu'il met. Que dire de l'attitude de Trump qui a récemment, critiqué assez durement, Netanyahou? Il semble que la mésentente, se soit durablement installée entre les 2 hommes. Il a l'air de lui en vouloir beaucoup. Est-ce qu'on est sûr que Trump, ça serait mieux pour Israël? Oh, sûr, c'est difficile à dire. Il y a aussi parmi les gens qui le soutiennent un certain nombre de gens qui ne nous aiment pas beaucoup. Au total, je crois quand même qu'il serait préférable. Quand il a critiqué Netanyahou, bon, il y a une mésentente entre les deux hommes, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais sur le fond, il a dit quelque chose. Il faut écouter Trump, parce que sous ses airs de dire des choses assez grossières avec un langage très simple, il y a souvent des nuances qui en fait ont beaucoup de sens. Il a dit faut vraiment que vous alliez vite, terminer le boulot, etc. C'est un peu, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que aujourd'hui, le choix de gérer la guerre sur le long terme, qui va totalement à l'encontre de la tradition israélienne qui était de créer un fait accompli spectaculaire, il a des avantages, ça permet de gérer la relation américaine, la relation avec les alliés arabes aussi. Il a un grand inconvénient, c'est que tant que rien de décisif n'est visible, nos adversaires ne renonceront pas. Encore un mot sur les États-Unis, quid de la communauté juive américaine, la plus nombreuse, comme on le sait, en diaspora? Est-ce que son rapport à l'Amérique est en train de changer, globalement ou partiellement? Oui, il y a un traumatisme profond, il y a comme tout le monde un traumatisme du 7 octobre, mais il y a aussi un traumatisme du 8 octobre en Amérique, c'est-à-dire les Juifs qui depuis des décennies étaient alliés aux différentes causes progressistes, et ça se comprend très bien dans l'environnement des années 1960, donc ça fait très longtemps, bah, s'aperçoivent tout d'un coup que leurs alliés finalement ne les soutiennent pas tant que ça. Donc il y a eu très clairement une évolution assez massive vers la droite de l'électorat américain juif. Il y a la notion aussi que, ça je ne sais pas si ça durera, je ne suis pas si sûr, que ce déchaînement d'antisémitisme dans certains endroits, et des universités en particulier, signifie que le, le, euh, le philosémitisme américain institutionnel appartient désormais au passé. Je ne sais pas si c'est vrai. J'attends de voir. Et que, au fond, l'âge d'or commence à être derrière nous. Bon, on verra, hein. Les réactions à court terme sont quelquefois trop influencées par des événements de court terme. Je me souviens il y a eu des vagues de ce type en France, et que finalement, quand la situation est revenue à l'équilibre, on s'est aperçu que ce n'était pas si grave que ça. Un exemple quand même en faveur pour dire que ça n'est pas si grave que ça, comme en France,
Et contrairement à d'autres pays occidentaux, la police reste parfaitement du bon côté. La police fait son travail. Et la police protège les Juifs. Qui est quand même une distinction très importante qui prouve qu'il ne faut peut-être pas tant paniquer que cela. Mais aujourd'hui, l'atmosphère est mauvaise, c'est sûr. Alors revenons sur le terrain maintenant en Israël et parlons un petit peu du front nord aussi, parce que Oui. là aussi on parle d'une inévitable offensive sur le sud Liban pour mettre en sécurité donc les Israéliens déplacés de ces régions. Là encore, cette intervention, elle semble hésiter, elle ne semble pas forcément d'actualité. Comment vous voyez cette perspective du front nord? À qui le dites-vous, hein? Je ne peux plus rentrer dans ma maison, ma famille est évacuée, enfin bref. Donc je suis très, très conscient de ce que vous dites et effectivement, je crois que personne ne doute que ça se fera. Je crois aussi qu'en l'espèce, je comprends qu'on ait passé quelques mois à faire de l'attrition parce que Israël est déjà parti avec un avantage, heu très fort sur le Hezbollah en termes de nombre de soldats disponibles, en termes d'armement, etc. Cet avantage a encore augmenté depuis 7 mois, tout simplement parce que l'échange de feu n'est pas un échange de feu équilibré. Le Hezbollah perd beaucoup plus qu'Israël. Je comprends moins qu'on ne soit pas encore arrivé au moment où on passe à la phase décisive et où on nous permet de rentrer chez nous, quoi. Là aussi, il y a peut-être une forte pression pour éviter, comme on dit, un embrasement. Alors à ce moment-là, qui impliquerait peut-être un élargissement considérable, régional en tout cas, du conflit. Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'on pourrait craindre un embrasement que l'Iran lance 170 missiles sur Israël? Il l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on pourrait, je ne vois pas trop ce qu'on peut attendre de pire que ce qu'on a déjà vu. En revanche, une action décisive est indispensable. Alors, là encore, je crois que c'est plutôt la volonté de beaucoup d'acteurs, comme on en a déjà parlé, de ne pas changer le monde, de dire bah, écoutez, finalement, un monde avec un Hezbollah, c'est ce qu'on connaît, on ne va pas entrer dans une nouvelle phase, d'où les tentatives d'obtenir un accord. Et d'ailleurs, enfin, si cet accord réussit, ils auront gagné, c'est-à-dire que le Hezbollah reculera, arrêtera de nous tirer dessus, mais continuera à exister. Il faut voir si c'est souhaitable ou pas, j'en suis pas convaincu. Alors vous avez dit à l'instant, donc changer le monde ou pas, c'est un enjeu considérable finalement dans la période que nous vivons, de savoir si on arrive à remettre les choses à peu près comme elles étaient avant ou si au contraire quelque chose se produit qui introduit un véritable changement. C'est peut-être important de voir quel changement, quelles conséquences ça peut avoir. Ben, les changements souhaitables et atteignables, hein, je ne parle pas d'utopie, c'est de construire sur les accords d'Abraham et de construire sur l'affaiblissement relatif de l'Iran, qui sont deux choses qui existent déjà. C'est-à-dire que l'Iran, aujourd'hui, est moins présent en Syrie, au Liban, à Gaza, qu'il ne l'était le 6 octobre. Donc pourquoi ne pas continuer? D'autant plus que continuer dans ce sens ne pourrait que satisfaire les alliés d'Israël dans le cadre des accords d'Abraham, qui sont au fond ceux dont l'alliance compte le plus. Enfin, ça n'a pas le même impact en termes d'armement que les États-Unis, mais en termes de politique locale, l'important est de maintenir les alliances formelles avec plusieurs États dans la région et informelles mais réelles du point de vue militaire avec l'Arabie saoudite qui est le géant de la région. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pousser l'avantage actuel jusqu'au point où les territoires actuellement occupés par des alliés de la République islamique auront une nouvelle gouvernance centrée, comme celle de la plus grande partie de la péninsule arabique, sur le développement économique. Ce qu'il faudrait, c'est que demain, Gaza ne soit plus gouverné par le Hamas parce que le Hamas aurait été défait et soit gouverné par des gens qui aient le même genre de plan que ceux qui gouvernent aujourd'hui les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite avec Neom qui est tout près pour en faire un lieu de croissance économique, ce qui permettra de penser à autre chose qu'à la destruction des Juifs. Est-ce que c'est pas l'erreur qui a été faite malgré tout de penser que en donnant de l'argent, etc., même au Hamas, que l'économie, le bien-être, le développement allaient l'emporter sur cette hostilité fondamentale finalement qui s'est révélée le 7 octobre?
Je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a plusieurs idéologies possibles. Aucune culture n'est complètement coincée dans une seule option. Toutes les cultures ont des possibilités différentes. Et aujourd'hui, une partie du monde arabe tout près d'Israël a décidé que ce qui est important, c'est le développement économique. Et ça marche très bien. Donc un gouvernement, je ne dis pas que ce gouvernement serait élu démocratiquement au début par les habitants de Gaza, après les décennies de lavage de cerveau qu'ils ont subi, bien sûr, mais un gouvernement qui dirait, bon, écoutez, maintenant, vous avez des compétences, parce qu'en plus, c'est vrai, les écoles de l'UNRWA servaient beaucoup à préparer les gens à la guerre, mais les gens ont des compétences, on trouve des professions. On va les utiliser pour se développer. Le monde arabe au sens strict, c'est-à-dire la péninsule arabique, n'a pas d'accès à la Méditerranée. Gaza, avec un gouvernement contrôlé par nos alliés, pourrait lui en donner un, ce qui serait dans l'avantage de tout le monde. Alors oui, dans ce que vous dites, une chose est vraie, c'est qu'au début au moins, ce gouvernement n'aurait pas de légitimité démocratique. Mais ce n'est pas très grave. Si on réduit la menace, c'est ça qui compte. Est-ce que ça ne serait pas un changement pour Israël radical finalement, de se retrouver en quelque sorte comme reconnu dans la région et ça changerait totalement la perspective. C'est une perspective excessivement positive que vous décrivez, avec la Oui, fin malgré tout de l'hostilité. mais je suis optimiste non pas par irréalisme, je suis optimiste parce que ce changement radical, dans la région, au sens un peu plus large, il a déjà eu lieu. Il y a déjà les puissances de la péninsule arabique reconnaissent l'existence d'Israël dans la région. Dans un environnement plus proche, ce n'est pas le cas, parce que le Hamas et le Hezbollah sont contrôlés par la République islamique, et donc ça ne peut se changer. Aujourd'hui, ça ne peut se changer que militairement, mais il se trouve qu'on a les capacités de le faire. Merci beaucoup en tout cas, Armand Laferre, de nous avoir permis comme ça de mieux comprendre les possibilités de cet avenir très incertain. Et quand même, l'idée, me semble-t-il, ressurgit que le moment est tout à fait essentiel, crucial pour l'avenir aujourd'hui, avec les décisions qui vont se prendre dans les jours qui viennent et qui pourraient radicalement changer la situation par rapport à celle qu'elle était avant le 7 octobre. Merci infiniment et on vous retrouvera, j'espère, sur Mosaïque bientôt. Merci à tous pour votre Merci, et attention. puis j'espère avoir l'occasion de faire un enregistrement à Jérusalem dans quelques mois. Ah ben écoute, avec plaisir. On suit Merci, au revoir. chacun sait le 20 mai. Merci pour notre soirée au Centre Béguine. On vous remercie beaucoup d'ailleurs à cette occasion puisque la salle est pleine maintenant et on aura vraiment beaucoup de plaisir à retrouver tous les amis qui se seront inscrits pour cette soirée où nous aurons avec Georges Bensoussan, Florence Bergeau, Blaclair et Ephraim Herrera l'occasion de revenir sur ce 7 octobre et ses conséquences géopolitiques. Merci encore Armand Laferrère. Merci Antoine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.